y a beaucoup de genres de jeux dans notre industrie vidéoludique aujourd'hui, et celui qui s'est très bien démocratisé, c'est le roguelite à partir des années 2008 environ. Mais d'où vient le roguelite? Qu'est-ce qui a fait que ce genre de jeu est né et sa popularité? On va voir ça aujourd'hui ensemble. Salut à tous, c'est Antitech, bienvenue sur Spot Geek. Déjà, on va parler un peu histoire. D'où vient le roguelite? Le roguelite est dérivé du roguelike, qui est dérivé lui-même du jeu de rôle. On fait simple. Le roguelike est un sous-genre du jeu de rôle dans lequel le joueur explore un donjon infesté de monstres pour gagner de l'expérience et des trésors. Le genre se caractérise par une génération procédurale du terrain et la mort est donc un mécanisme permanent. C'est ce qui caractérise le roguelike et ce qui s'est démocratisé avec les images que vous voyez, le jeu Rogue, sorti dans les années 80 sur les micro-ordinateurs de l'époque. C'est sûr, là, avec cet exemple-là, c'est pas très flagrant et surtout après le petit succès de Rogue, il y a eu plein de roguelike sur les micro-ordinateurs. Après, un des jeux qui est vraiment un roguelike en gestion procédurale et qui fait du combat au tour par tour, c'est le jeu Pokémon Donjon Mystère. Toute cette série-là, oui, c'est un roguelike. Mais comment on est passé au roguelite? Eh bien ça, on va le voir de suite. En fait, le roguelite est né au début des années 2000 avec plein de petits jeux, mais il y en a un qui se démarquera en 2008, qui est développé par Derek Yu, et c'est le jeu Spelunky, sorti à la base sur PC et dérivé ensuite sur le Xbox Live Arcade. Pour faire une petite présentation du jeu, Spelunky est un jeu de plateforme en 2 dimensions. Le joueur incarne un spéléologue qui descend de plus en plus profondément dans une grotte. Le but du jeu est de finir l'ensemble des niveaux proposés et éventuellement de maximiser les scores. Le joueur a à sa disposition plusieurs mouvements simples, il peut courir, il peut sauter, il peut interagir avec le décor de plusieurs manières, il sait grimper aux cordes, aux échelles, aux lianes, il sait également ramasser et jeter certains objets, il peut tuer ses ennemis en sautant dessus ou les attaquant au fouet, et il possède 4 types de ressources, les points de vie, les bombes, les cordes et les trésors. Le joueur commence chaque partie avec 4 points de vie, 4 bombes et 4 cordes. Donc comme vous le voyez sur ces images, qu'est-ce qui est présent du roguelike? C'est la gestion procédurale et le système de, on va dire, mort permanente. Mais là où ça a été très fort, c'est qu'en fait ça a été mélangé pour créer le roguelite, vu qu'on a mélangé ici le jeu de plateforme. Et le jeu rencontrera son petit succès. Et ça donnera des idées à quelqu'un. Et ce quelqu'un va créer le premier, pour moi, grand roguelite qui va définir tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Edmund Macmillan, un créateur de jeux vidéo qui a participé notamment au jeu Super Meat Boy. Mais il va vouloir créer un jeu tout seul. Et ce jeu mélangera une interface et un gameplay qui font référence à The Legend of Zelda, paru sur NES bien sûr, et les mécaniques de roguelike avec la gestion procédurale et la mort permanente. Et ce jeu, je vous le donne en mille, c'est The Binding of Isaac. The Binding of Isaac est un jeu roguelite vu du dessus où on y contrôle Isaac. Isaac vivait paisiblement avec sa mère jusqu'à ce que sa mère entende une voix qui s'apparente à un message de Dieu, lui disant que son fils est corrompu par les péchés et lui demande de retirer tout ce qui est de mauvais en lui. Sa mère obéit, lui confisque ses jouets, les images et même les vêtements de son enfant. Une fois de plus, la voix retentit, exigeant que le jeune Isaac soit écarté pour de bon de tout ce qui est mauvais dans le monde. Sa mère s'exécute et enferme Isaac dans sa propre chambre. La voix se fait de nouveau entendre et requiert qu'elle lui offre le sacrifice de son fils comme preuve de sa foi. Sa mère se saisit d'un couteau de boucher pour accomplir le souhait divin. Isaac, qui a assisté à la scène, tente alors de s'échapper à sa mère, fuyant dans la cave de la maison dont il trouve l'entrée cachée, au fond du coffre à jouets de sa chambre. C'est ainsi que commence cette grande aventure qui va vous bouffer des heures de jeu. Parlons un petit peu gameplay de ce magnifique jeu. Les personnages qu'incarne le joueur se battent en lançant leurs larmes dans les 4 directions de l'espace, haut, bas, gauche et droite bien sûr. Le tir peut être brossé en se déplaçant au moment du lancer, la trajectoire des larmes étant dépendante du mouvement de leur lanceur. De nombreux objets peuvent modifier la manière dont les larmes se comportent tout en changeant l'apparence du personnage. Le jeu de base, parce qu'on va y revenir, il a eu un très fort succès, comporte 6 donjons.
Chacun des donjons est constitué d'un labyrinthe, de salles cachées, que le joueur dévoilera sur sa carte au fur et à mesure de son avancée. Au terme de chaque niveau, le joueur doit battre un boss pour gagner un nouvel objet et descendre au niveau suivant. Dans le jeu, la mort, elle est définitive, ce qui le rend difficile bien sûr, oppressant, et renforce l'aspect malsain général de l'ambiance. Donc une des particularités du jeu qui ramène au roguelite, c'est que les donjons sont générés de manière procédurale à chaque partie que vous faites. Le fait qu'une situation n'a que très peu de probabilité de se reproduire à l'identique d'une partie à l'autre et qu'il existe une grande variété d'objets qui offrent un immense potentiel de variation et confèrent une importante rejouabilité au jeu. Le joueur peut récolter différents objets qui lui donneront divers bonus. Certains améliorent la puissance des larmes du joueur, d'autres améliorent leur portée, la vitesse du personnage, voire sa chance de trouver des objets en détruisant les roches et oui, les excréments. On est dans un jeu dégueulasse et malsain. Le nombre d'objets à récolter est important et certains doivent être débloqués en mettant des pièces dans une machine du marchand, par exemple, bien sûr. Certains objets améliorent la santé du personnage et d'autres font même apparaître un compagnon qui peut attaquer les ennemis. En effectuant certaines actions, le joueur peut également découvrir plusieurs objets consommables qui lui rendront de la santé, qui vont augmenter les pouvoirs. Le monde est persistant. Les monstres et les objets ne réapparaissent jamais une fois battus ou utilisés, mais ne disparaissent pas non plus quand on change de salle. La disponibilité des objets consommables est limitée et le joueur doit donc les utiliser avec parcimonie. Le jeu va se démarquer aussi par son ambiance visuelle qui est très gore, malsaine, morbide, la présence de corps démembrés, de fœtus, d'excréments, de monstres représentant des organes, mais néanmoins attrayante par le choix d'une représentation un peu cartoon grâce à ce beau pixel art et des différents décors et des protagonistes. La musique que vous entendez actuellement est composée par Danny Baranowski et ce n'est pas sans rappeler celle de Super Meat Boy dont il est également le compositeur. Et oui, prenons les copains pour continuer à faire des bons jeux. Le succès de Binding of Isaac est retentissant à plus d'un titre. Et les développeurs vont continuer à l'alimenter avec plusieurs DLC. Avec The Binding of Isaac Wrath of the Lamb sorti en 2012, The Binding of Isaac Eternal Edition sorti en 2015, The Binding of Isaac Rebirth sorti en 2014, The Binding of Isaac Afterbirth sorti en 2015, et le dernier DLC à ce jour, The Binding of Isaac Repentance, qui est sorti en 2018. Ce qui fait que le jeu rajoute du contenu et a une durée de vie incomparable, des objets, tout est démultiplié. Nous avons ici le premier grand jeu qui démarquera le roguelite, et tous ses dérivés. Je vais vous en donner quelques exemples, c'est parti. Commençons par Rogue Legacy. Rogue Legacy est sorti en 2013, a eu droit à une suite sobrement intitulée Rogue Legacy 2 en 2020, et on y contrôle un personnage qui va dans un donjon, affronter des boss, des ennemis, générés toujours procéduralement où la mort est inévitable. Et là où il tire son épingle du jeu, on a quelques petits éléments de RPG, et surtout, quand notre personnage meurt, on incarne un de ses descendants au choix, ce qui changera la manière de jouer à chaque donjon, et ce qui nous aiguisera sur quel type de perso on préfère, etc. Le jeu a eu un succès pour en créer une suite, c'est un jeu incontournable aussi, à conseiller vivement, mais il y en a bien d'autres. Don't Starve, lui, mélangera le côté roguelite avec des terrains en gestion procédurale, avec le côté jeu de survie, dans une esthétique très Tim Burton. On y incarnera un personnage qui devra survivre dans ce monde, et le côté roguelite sur ça aussi, où on galère au début, on ramasse quelques petits trucs, on essaie de construire un camp, ça marche pas, on affine ses techniques de jeu. Le jeu aura aussi plusieurs DLC en solo, ainsi qu'une extension appelée Don't Starve Together qui sera jouable en multijoueur. On va revenir à un cadre plus traditionnel qu'a instauré The Binding of Isaac avec par exemple Have a Nice Death, qui est un jeu d'action mettant en scène la personnification de la mort, PDG de Death Incorporate, entreprise ayant pour but de faire passer les humains dans l'au-delà. La mort est confrontée à la subordination d'une partie de ses cadres dirigeants qui cherchent à lui causer un syndrome d'épuisement professionnel et l'empêcher de partir en congé. On ira donc les affronter dans un jeu de plateforme 2D à une esthétique aussi bien à lui,
avec différentes armes, différentes faux, différents pouvoirs, avec un humour omniprésent. Ce jeu aussi est une très grande pépite du roguelite. Pour continuer, on peut aussi citer Neon Abyss qui est sorti en 2020 et sa suite qui est sortie en accès anticipé en 2025, précisément le 17 juillet. C'est un jeu plutôt typé run and gun aux éléments roguelike, donc si vous suivez, c'est un roguelite. L'intrigue du jeu est centrée sur les membres de la Grim Squad qui descendent dans les abysses, avec une série de niveaux générés au salles procéduralement. À la poursuite de puissantes entités connues sous le nom de nouveaux dieux, les personnages peuvent utiliser diverses armes à feu, capacités spéciales pour combattre les ennemis à chaque niveau. Neon Abyss retrace par une esthétique steampunk et réinterprète la mythologie grecque. Dans un style un peu différent, comme quoi le roguelike se diversifie énormément, on a aussi le jeu Balatro, sorti le 24 février 2024. Dans le jeu, le joueur utilise des mains de poker pour marquer des points, en améliorant leur parquet de cartes et en achetant des jokers avec des effets passifs. Il rencontre un immense succès bien sûr, et vous savez qu'il a remporté un Game Awards pour le meilleur jeu indépendant en 2024. Mais, si on met Balatro et Don't Starve de côté, il y en a qui vont proposer plus. Dans Rogue Legacy, Neon Abyss, Have a Nice Death, on fait notre run, on revient à notre base, on s'améliore, on repart. Simple comme bonjour. Mais il y en a qui vont proposer plus, et ce qui va nous donner une nouvelle dimension au roguelite. Je vous en ai sélectionné 3. Les voici. On en a déjà parlé. Cult of the Lamb. Jeu d'action-aventure édité par Devolver Digital, développé par Massive Monster, sorti le 11 août 2022. Le joueur incarne un agneau qui échappe à la mort grâce à une divinité et qui en échange devient son apôtre en fondant et en organisant un culte. Il possède des phases de gestion, mais également des phases d'action-aventure. Ces phases d'action-aventure sont mises en vue du dessus, clairement inspirées de Binding of Isaac, avec une esthétique bien à lui. On va dire que c'est Happy Tree Friend chez les cultistes. Mais à la différence, quand on meurt dans un donjon, que ce soit juste en finissant un boss ou qu'on meurt, ça peut arriver, et bien en fait la deuxième phase se déclenche où on devra gérer notre culte par rapport aux ressources qu'on a récoltées. On devra aussi aller faire d'autres activités et tout ça en fait crée ce sentiment qu'on recommence pas une run pour recommencer une run. On continue, dès qu'on finit une run, ben on a hâte de retourner à son culte, voir ce qui se passe, gérer son culte, débloquer plusieurs choses, nourrir son culte, débloquer les sermons. Et ensuite, on a hâte de repartir récolter les ressources pour débloquer d'autres choses. Mais d'autres exemples sont à suivre. Voici le deuxième. Moonlighter, sorti en 2018, est un jeu pareil, vu du dessus, on explore des donjons, très beau pixel art, infesté d'ennemis. Mais ces ennemis lâcheront des objets qu'on pourra aussi trouver dans des coffres. Et c'est à ce moment-là que la petite subtilité intervient. Quand on finit un donjon, on doit tenir son magasin, gérer ses articles, gérer les prix, recueillir de l'argent pour améliorer son propre équipement et aussi donner des améliorations à la ville. Ce jeu est une perle, il est très beau, il est très prenant, très réactif, ça aussi je vous le conseille. Et comme Cult of the Lamb, ça apporte un autre aspect. On veut aller récolter des choses dans les donjons pour ensuite les vendre, pour s'améliorer, etc., etc. Un bon cercle extrêmement bien tourné à voir dans Moonlighter 2 qui doit sortir cet été. Et enfin, je ne pouvais pas en parler, Hades, sorti à la base en 2017, et en droit à une suite qui est actuellement en Early Access et qui va aller vers sa version 1.0 très prochainement. Fondé sur la mythologie grecque, le jeu met en scène Zagreus, jeune fils d'Hadès et prince des enfers, alors qu'il essaye de désespérément fuir son royaume et d'émerger dans le monde des mortels. Aidé dans son périple par sa lointaine famille sur le mont Olympe, il progresse dans différentes régions des enfers, le Tartare, l'Asphodèle et bien sûr l'Élysée. Lors de chaque tentative d'évasion, le joueur traverse plusieurs salles choisies aléatoirement et générées procéduralement, peuplées d'ennemis lui proposant plusieurs récompenses. Le jeu emploie un système de combat de type hack and slash, offrant une attaque de base et des techniques spéciales, un dash et une capacité dite ultime, auquel le joueur a recours pour venir à bout de ses ennemis. Si Zagreus vient à périr, il est systématiquement ramené au palais de son père, au cœur des enfers, à partir duquel il pourra s'élancer à nouveau bénéficiant des trésors et des objets trouvés lors des échappées précédentes, et ainsi progresser et augmenter ses chances d'évasion. Et là où Hades et Hades 2 bien sûr se démarquent, à part sa beauté, sa jouabilité comme d'hab, ils sont tous différents. C'est sa narration. Quand on re-rentre dans la maison d'Hades, on parle, on crée des quêtes, on crée des liens avec les personnages, que ce soit pareil avec les dieux olympiens qui nous aident. La narration est franchement fabuleuse.
C'est un des meilleurs, si ce n'est le meilleur roguelite. Et on est arrivé à son apogée aujourd'hui avec Hades 2. Je vous conseille de le faire, je vous conseille de faire tous ceux que j'ai cités. Ce sont des jeux vraiment exceptionnels. On arrive à la fin de cette vidéo. Comme vous le voyez, je vous ai montré les tout débuts et l'apogée aujourd'hui, vu que c'est le jeu indépendant qui rend bien hommage à ce style qui est le roguelite. Je vous conseille de faire tous les jeux que je vous ai cités, il y en a beaucoup que j'ai oubliés, je vous ai pris les plus marquants bien sûr pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas, petit commentaire, un petit j'aime, le petit bouton s'abonner, ça nous soutient énormément dans Spot Geek. Et sur ce, je vous dis à une prochaine, c'était Antitech, ciao tout le monde!